Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de PAP.fr. L'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Il y a un sujet qui s'impose presque silencieusement, mais avec une puissance considérable. Le logement, longtemps considéré comme technique réservée aux professionnels, il devient aujourd'hui un marqueur politique majeur, peut-être même un terrain de polarisation, explosion des prix, ralentissement de l'offre, crise du neuf, sentiment d'injustice croissant. Le logement cristallise des colères et attire désormais des réponses radicales à droite comme à gauche. Les extrêmes avancent leurs solutions. Priorité nationale pour certains, réquisition massive pour les autres. Pendant ce temps, les partis dits de gouvernement peinent à proposer un cap lisible. Alors, une question simple aujourd'hui mais essentielle. Le logement est-il en train de devenir le nouveau terrain de jeu des extrêmes? Pour en parler avec nous aujourd'hui en studio, Norbert Fanchon, il est PDG du groupe Gambetta, acteur majeur du logement neuf et de la production immobilière. Bonjour Norbert. Alors, bonjour Marc, j'ai été trop rapide, désolé. Et à vos côtés, on a le plaisir également d'avoir Christophe de Merson, il est ancien président de l'UNPI. Bonjour. Bonjour Marc Ezrati. Voilà. Vous voulez que je présente un petit peu plus? Moi, je peux vous dire que vous êtes la voix des propriétaires, vous êtes un fin observateur du rapport entre propriétaires, fiscalité et politique publique. Vous êtes bien aimable. Et avec nous, à distance, Bernard Cadot, ancien président du réseau Orpi, qui connaît mieux que quiconque les dynamiques du marché et le rapport des Français à l'immobilier. Bonjour Bernard. Bonjour Christophe, bonjour Norbert. Alors tiens Norbert, on va commencer avec vous. Première question, est-ce que le logement est-il en train de devenir un sujet politique aussi structurant que la sécurité ou l'immigration, notamment au regard de l'effondrement de la production de logements neufs? Alors, moi, ce qui me surprend énormément, c'est que c'est la sécurité qui est vraiment la première préoccupation des Français. Après, c'est le pouvoir d'achat. Après, il y a l'immigration et le logement bien après. Donc, je me permets de recadrer un peu la question, cher Marc, parce que la sécurité est vraiment la pierre angulaire de ce que veulent les Français. On a vu lors des dernières municipales que le logement, en tout cas dans des villes qui sont passées à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, était quand même l'élément principal avec peut-être la sécurité. Oui, mais le logement version contrainte. Le logement version encadrement des loyers. Le logement version est-ce qu'il faut plus ou moins de logement social. Le logement version réquisition ou tout ce qui est lié à la taxe foncière. Donc c'était le logement, en fait c'était plus contre les propriétaires qu'une vraie politique du logement. Et en fait, on essaye de faire une politique du logement, en tout cas aujourd'hui dans les municipales, et je trouve que c'est ce qui fait le débat politique, sur la production actuelle, sur l'existence, sur le stock, et justement, on ne parle pas suffisamment de production de logement. Donc, pour répondre à votre question, moi, je ne pense que le logement est à la traîne dans les priorités des Français, malheureusement, et qu'aujourd'hui, effectivement, on se focalise sur la sécurité, malheureusement aussi. Christophe de Merson, du point de vue des propriétaires, pourquoi ce sujet longtemps technique devient aujourd'hui un marqueur électoral aussi important? C'est vrai que c'est devenu un marqueur électoral important et il y a plusieurs choses à voir, à examiner. Si on prend le temps, il y a une explication politique déjà. C'est qu'aujourd'hui, les extrêmes de droite ou de gauche, poussent sur le logement. Et je reprends ce que disait Norbert, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est surtout sur la partie contrainte ou pas contrainte. Et si on prend les extrêmes, par exemple, et on le voit aussi bien au nord qu'au sud ou qu'à Paris. Et par exemple, si on prend, moi ça me frappait, je regardais les débats, les retranscriptions de débats de l'Assemblée nationale, et je trouve que là, on a vraiment... on prend par exemple les propositions de l'UDR, Éric Ciotti. Ouais. Et il suffit de regarder les propositions de l'UDR, Éric Ciotti, et là, vous allez vous rendre tout de suite compte
du clivage qu'il y a. Parce que d'un côté, on va voir la droite et l'extrême droite qui vont faire des propositions pour desserrer l'étreinte, pour desserrer l'encadrement des loyers, pour desserrer le DPE, pour desserrer la taxe foncière, pour faire des économies par rapport au sujet des propriétaires, j'allais dire pour câliner, entre guillemets, les propriétaires. Et de l'autre côté, on va avoir LFI qui, au contraire, va dire non. Et ce qui est frappant, c'est qu'on le retrouve aussi bien dans les votes. Et ça, je trouve ça, c'est quand même, c'est un phénomène marquant. Et dedans, mais par exemple, pour vous regarder les dernières propositions, là, je vous donne un seul exemple, et il n'y a pas de chiffre. C'est le rapport 1592, j'ai travaillé ma fiche. Dans les propositions qui avaient été faites par Alex Ciotti, vous avez des gens qui sont pour ces propositions, bien sûr, les gens de son groupe, et puis après, vous avez les gens qui sont contre. Et là, vous avez exactement tout ce qu'on va retrouver à Paris, tout ce qu'on va retrouver dans le Nord, tout ce qu'on va retrouver dans toute la France. Et regardez les gens qui étaient à la commission, Echaniz, socialiste, on va dire à gauche du Parti socialiste. Vous avez Madame Nosbé, LFI. Vous avez Ercilia Soudé, vous avez LFI, vous avez Boris Tavernier pour les Verts, et de l'autre côté, vous avez les gens qui disent, ou la droite et le centre-droit qui s'abstient, qui disent, non, nous, on bouge pas. Et après, vous avez tout ce qui est droite, extrême droite, Rassemblement national, UDR, qui dit, non, nous, il faut quand même desserrer, parce que regardez, il n'y a plus assez de logements, les gens galèrent, aussi bien les propriétaires, ils galèrent parce qu'ils n'arrivent pas à faire les travaux, il faut desserrer le calendrier, il faut desserrer les contraintes, et de l'autre côté, en face, vous avez les gens qui disent non. Bernard Cadot, est-ce que vous sentez que la crise du logement est désormais perçue par les Français comme plus une crise politique économique ? Ce qui est sûr quand même, c'est que le délai municipal a malgré tout émerge le logement un petit peu plus que d'habitude. Alors c'est vrai que c'est la sécurité qui vient en numéro 1. Après, quand on parle de pouvoir d'achat, moi je suis toujours... on le rappelle quand même, le logement c'est le premier poste des dépenses des Français. Et quand on parle de pouvoir d'achat, on a l'impression qu'on va séparer le pouvoir d'achat de la problématique du logement qui en fait n'en font qu'un ou qu'une, puisque il faut quand même bien payer son loyer ou rembourser son crédit. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Après, c'est vrai que il y a une inflexion politique autour du logement, et si on prend les deux extrêmes, j'ai envie de dire que les deux sont autant irréalistes les unes que les autres, ou l'une que l'autre. Parce que d'un côté, il faudrait exproprier, réquisitionner, etc., etc. De l'autre côté, avoir un type d'occupant dans les logements et seulement un certain type d'occupant. Et on sait que ces deux choses-là ne sont pas réalistes et on ne va pas y arriver. On continue d'oublier et de vraiment de sous-estimer le problème de fond que Norbert évoque souvent, c'est le problème du stock de logements. C'est tant qu'il n'y aura pas suffisamment de logements, il y aura des postures, je dirais, caricaturales d'un côté ou de l'autre. Si on est à l'extrême gauche, clairement, c'est une économie administrée, mais ça, c'est caricatural. Il faut redonner l'envie de construire suffisamment de logements et de rénover suffisamment de logements pour que, petit à petit, cette dualité baisse. Ensuite, il y a l'aspect, bien sûr, logement social, politique publique, etc., mais il y a aussi le côté privé, les investisseurs privés. On a enfin, après des années et des années de bail, réussi à faire émerger la notion du statut du bailleur privé. Il ne faut pas casser le jouet à ce niveau-là. Il faut que des privés contribuent à la stock de logements pour qu'il y ait, au bout du compte, suffisamment de logements pour tout le monde et que l'un et les autres puissent se loger comme ils le souhaitent et dans la mesure du possible. Alors, on prend par exemple les grandes métropoles où ça devient de plus en plus difficile de se loger, voire impossible de se loger. Il faut qu'il y ait cette notion-là et que dans le débat, cette notion de construction suffisante de volume et d'appropriation propriétaire privé reste prégnante parce que ça, autrement, on sera dans des postures politiciennes qui n'amèneront à rien. Norbert Fanchon, quand certains responsables politiques, notamment RN, parlent de priorité nationale dans l'accès au logement social, est-ce que cela répond selon vous à la pénurie ou est-ce qu'au contraire, c'est un contresens total sur le fonctionnement du marché ? C'est exactement dans la suite de ce que vient de dire Bernard, c'est qu'on raisonne par la contrainte, on raisonne par le stock.
La France du XXe siècle, du XIXe et du XXIe, c'est pas la même France. On est tous les trois en plateau provincial, Bernard aussi. On sait que la France était d'abord une puissance agricole, puis c'est devenu une puissance du charbon. Et quand je dis ça, c'est parce qu'on a construit les logements avec ça. On a construit des villages. On a cette diagonale du vide aujourd'hui qui va de Charleville-Mézières à Clermont-Ferrand, qui représente la puissance agricole française du 20e. Tout ce qui est tous les logements liés aux mines de charbon partout en France. Les corons. Voilà. Et les corons. Et aujourd'hui, c'est quoi le logement ? Aujourd'hui, c'est cap à l'ouest. Les gens veulent habiter sur le littoral. Absolument. Et vous en êtes le témoin, Marc, brillant témoin. Donc, on veut habiter sur le littoral. L'industrie, c'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, sur les industries de l'information, donc on est sur les data centers, sur tout ce qui est lié à la fibre. Elle vient d'où ? Elle vient de l'autre côté de l'Atlantique. On est lié aussi à l'énergie décarbonée en France. Donc, ce que on est en train de dire, c'est que le parc de logement, tel qu'on l'imagine, qui doit répondre aux besoins des Français, en fait, les deux ne sont pas connectés. Donc, il faut qu'on arrive à retrouver, c'est le sens, je pense qu'on est aligné avec Bernard, il faut qu'on aligne là où on doit construire, là on a des besoins, on doit construire des logements, et on doit aussi construire, réaménager le territoire là où il y a des logements existants. Il faut qu'on arrive à faire du en même temps. Mais la préférence nationale, c'est un joli totem politique, mais c'est pas le sujet si on veut loger les Français. Loger les Français, c'est construire là où il y a des besoins et réaménager le territoire pour éviter le désert. Et pour faire une synthèse sur ce que disait Bernard et sur ce que dit Norbert, je pense que tout ça c'est possible, mais il y a une condition. Et cette condition, c'est le retour à la confiance. Et le retour à la confiance, aujourd'hui, j'allais dire malheureusement, tout le monde le déplore, mais il n'est pas là. Et c'est pas quand on regarde les mesures, l'alignement des mesures démagogiques qui sont proposées, ou même, j'allais quand même, il faut quand même le rappeler, le statut du bailleur privé, quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais il est quand même décevant. Dans le neuf, on peut en discuter avec Norbert, mais dans l'ancien, on peut dire que c'est quand même terrible. Déjà sur le volet travaux, mais surtout après sur le volet, à la fin, il y a le juge de paix. Sortir un logement rénové ou en A ou en B, je sais pas, mais j'allais dire, l'Auvergnat que je suis, les bras lui en tombent. Parce que je peux vous dire, à Clermont-Ferrand, pour sortir un logement en A ou en B, avec toute la meilleure volonté du monde, vous le sortirez pas en A ou en B. Christophe Demerson, tiens, on va revenir un peu sur nos extrêmes, là. Les propositions de réquisition massive, est-ce que c'est quoi ça pour vous ? Ça, c'est des affichages électoraux. Mais ce que je pense malgré tout, c'est que tout cet environnement est grave et complexe parce que d'un autre côté, on promet, on sait que c'est des paroles en l'air. Mais d'un autre côté, après, on a un électorat qui réagit et qui surréagit là-dessus, en pour ou en contre. Alors que c'est pas, et Norbert le disait, ce n'est pas le sujet. Bernard Cadot, votre réaction ? Encore une fois, le terrorisme de la peur, c'est faire peur que de dire. Parce que à quoi ça sert, si ce n'est à faire peur à celles et ceux qui pourraient éventuellement se dire que tiens, un investissement dans l'immobilier, ça fait du sens. Parce que oublie toujours que on est dans ce monde où tout est et vous le savez vous en tant que spécialiste, on digère les informations derrière les autres. Mais quand même, il y a deux problèmes de fond là-dedans. Il y a un, le problème de la confiance, et il y a deux, le problème de la temporalité. Tant que de droite ou de gauche, les décideurs ne prendront pas conscience qu'une vraie politique se joue sur le moyen terme et pas sur gagner les élections et acquisitionner les logements pour mettre à disposition, tant que ces deux éléments-là n'auront pas été pris en compte, ça ne fonctionnera pas. Et moi, je suis convaincu. Merci Bernard. Merci. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants dans le Club Imo. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Bougardier.fr. Bougardier.fr présente le PLP, le prêt libre patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 €. Bougardier.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo avec Norbert Fanchon, Christophe Demerson et à distance Bernard Cadot pour débattre, pour ce débat consacré à cette question. Le logement est-il en train de devenir le nouveau terrain de polarisation politique ? Alors, tiens, Norbert Fanchon, est-ce
que le logement est aujourd'hui le cœur du malaise des classes moyennes, notamment celles et ceux qui ne peuvent plus accéder à la propriété dans les grandes métropoles? Oui, très clairement. Et je pense que c'est dans votre question, vous résumez en fait qu'on vient de se dire sur le début de cette interview. C'est on a un problème pour loger les Français, pour bien loger les Français. Alors il faut des propriétaires, il faut des locataires. On ne peut pas avoir une société que de propriétaires ou que de locataires. Et la proportion en France, c'est en gros 55, 56 de propriétaires et le reste de locataires. Il faut qu'on arrive à monter ce taux de propriétaires parce que l'accès à la propriété, c'est ce qui fait sens et c'est ce qui crée l'esprit de nation. Donc c'est en ça où nous, dans le groupe Gambetta, c'est important de défendre cette notion d'accession à la propriété. Et vous avez parfaitement raison dans votre question. On ne donne pas suffisamment d'accès à la propriété, on ne produit pas assez, on a des prix de l'immobilier neuf qui sont globalement trop élevés et qu'il faut qu'on arrive à travailler pour redonner de l'accès à la propriété. Christophe Demerson, pourquoi les partis dits de gouvernement, les partis on va dire modérés, de centre, donnent-ils le sentiment d'être aujourd'hui sur la défensive sur ces questions de logement ? Ils sont sur la défensive sur des questions de logement pour une raison simple, c'est que depuis 30 ans pour faire court, le logement a toujours été vu comme une ressource inépuisable. Il y a besoin d'argent, et qu'est-ce qu'on fait ? On va se retourner, puisqu'on sait qu'on aura la recette, le stock est là, et on peut le taxer. Donc, et on l'a vu malheureusement, ça peut être avec les droits de succession qui se sont rallongés, ça peut être sur les plus-values, etc. Donc après, évidemment, le législateur, il a ce réflexe, il se dit, voilà, j'ai de l'argent à aller chercher, ça c'est sécurisé au moins, on peut bloquer, et après, naturellement, le point le plus important, la bascule, c'est 2017, avec la promesse qui avait été faite par le président Macron de supprimer la taxe d'habitation sur la résidence principale. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les voies sont ouvertes, puisque aujourd'hui, on voit les dérives. On voit les dérives, j'allais dire, dans l'extrême, où on voit des taxes foncières qui explosent. Je dis bien qui explosent, mais si vous êtes dans une ville où il y a 30% de propriétaires, et il y a 70% de locataires qui votent, on continue ce cercle fou. Et puis d'un autre côté, vous avez aussi une économie qui est mise en danger. Sur quoi ? Sur les résidences secondaires. Puisque sur les résidences secondaires, c'est encore pire. Puisque là, il y a carrément, on a le droit de surtaxe sur la résidence secondaire. Donc vous allez payer le foncier qui a explosé, vous allez payer la taxe d'habitation et vous allez payer la surtaxe. Et puis si les gens qui sont pas contents, au total encore, ils vont encore payer autre chose, ils vont payer la taxe sur le logement vacant. Sur les meublés, c'est encore pire avec les dernières mesures qui viennent d'être prises, puisque quand on regarde, on voit que maintenant il y a des gens qui sont, y compris, qui vont payer la taxe d'habitation. La taxe d'habitation sur des meublés qu'ils louent, parce qu'on leur dit, oui, mais vous pouvez vous en servir entre Noël et le 1er janvier. Je veux dire, on est un petit peu au bout de l'histoire, et ça, c'est pas un bon signal pour le neuf et pour l'ancien, parce que les gens qui achètent du neuf, c'est souvent des gens qui ont de l'ancien, qui ont arbitré, et qui se disent, tiens, on va acheter quelque chose de neuf. À la mer, à la montagne, en ville, à Paris, à Lyon, où on veut. Mais le problème, c'est quand les gens ont plus confiance, ils se disent, oui, mais demain, aujourd'hui, ça représente plus de 2 mois de loyer, la taxe foncière. Si demain, c'est 4 mois, on fait comment ? On peut plus y aller. Et un primo-investisseur, j'allais dire, malheureusement, c'est encore pire. Moi, je vois, quand il y a des visites, moi, je trouve ça fou. Les visites de biens, les gens ne regardent même pas le bien. La première question, il y a combien de fonciers ? Mais je veux dire, c'est terrible d'en arriver là. Oui, je veux dire, depuis 2017, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Alors, il faut reconnaître que le président Macron avait eu une belle intuition, puisque c'est ce qui lui a permis de se faire élire. Il faut pas oublier le premier tour et regarder les scores qu'il y avait. Mais en attendant, aujourd'hui, on fait comment ? Norbert, est-ce que les politiques du logement sont-elles pas devenues un peu trop technocratiques, voire audibles, plus du tout audibles pour les Français au fil du temps? Le sujet qu'évoque Christophe est fondamental. En fait, c'est la question derrière, c'est le consentement à l'impôt. On est arrivé à un système où celui qui consomme ne paye plus et celui qui paye ne consomme plus. C'est ça la suppression de la taxe d'habitation. Et les villes n'ont plus la maîtrise de leurs ressources financières. Et donc une ville avant, quand elle construisait, elle avait de la taxe d'habitation. La taxe, plus elle construisait, plus elle avait d'habitants. Donc plus elle avait de taxes, plus elle avait de ressources, plus ça lui permettait de construire des services, d'offrir des choses à sa population. Et donc en fait, le maire aussi d'avoir une stratégie dans le temps. C'est aussi ce que disait Bernard tout à l'heure. Il faut avoir une stratégie dans le temps. Et la suppression de la taxe d'habitation
tué ce lien-là. Et Christophe a raison. On a, je pense, un consentement à l'impôt qui va poser question et qui peut diriger vers les populations, vers les extrêmes et quelque part se rejoindre. Ouais. Parce que les extrêmes finissent toujours par se rejoindre. Et après, sur la notion technocratique était le fond de votre question. Oui, on essaye de rendre le logement assez technique parce que pour dire que ça intéresse pas les Français, ça fait pas les débats télévisés, ça fait pas les campagnes électorales. Ouais. Mais au final, c'est vrai, le logement, c'est le premier poste de dépense des Français. Pour un locataire, c'est 30%, mais c'est aussi vrai pour un propriétaire quand il rembourse son crédit. Et la plupart des gens n'ont pas fini de rembourser leur crédit. Et donc, oui, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour l'immobilier pour quelque part redonner du pouvoir d'achat quotidien aux Français. Bernard, on vous a retrouvé, vous êtes à distance. Est-ce que le marché immobilier souffre aujourd'hui d'un manque de lisibilité politique autant que d'un manque d'offres ? Ah bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce que une fois encore, les politiques n'affichent pas le logement comme une priorité nationale. Et il faut savoir, est-ce qu'on a un choix qui est économique ou est-ce qu'on a un choix qui est politique ? Si le choix est économique, moi je suis convaincu que le logement peut rassembler tout le monde, parce que c'est par définition un sujet qui doit être dépassionné et qui doit permettre à tout un chacun de se loger. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui rêvait d'avoir un logement social ou un logement privé. J'ai toujours rencontré des gens qui avaient besoin d'un logement tout court. Donc, il faut pas se tromper de priorité. Et moi, je vais être un peu provocateur par rapport à ce que disait Christophe. Pourquoi les politiques s'emparent pas de ça ? C'est tout simplement parce que ça leur apporte rien à court terme. Parce que là encore, on sait, le cycle du logement, il va bien au-delà des échéances électorales. Et en l'occurrence, lancer en France un vrai plan logement, ça prend 10, 15, peut-être 20 ans, mais il faut le lancer. Et moi, je suis partisan d'une loi de programmation sur le logement, de même qu'il y a des lois de programmation sur des sujets importants, notamment le sujet militaire, parce que on en est là. C'est-à-dire que les enjeux sont tels qu'il faut dépasser ces enjeux personnels et ces échéances qui finalement, cassent les choses. Vous l'avez dit, Christophe l'a dit tout à l'heure, le président Macron s'est fait élire notamment sur une promesse d'enlever la taxe d'habitation. On voit ce que ça donne. Et c'était pas l'aspect économique qui le guidait, c'était juste l'aspect politique pour ramener des suffrages suffisamment importants en sa faveur. Donc, ne pas se tromper d'objectif économique, oui, et il y a des tas de choses à faire. Et à terme, on aura vraiment résolu ce problème-là. Si c'est politique, on retombera à chaque fois dans les mêmes erreurs et dans les mêmes travers. J'ai une dernière question pour Norbert et Christophe, 30 secondes chacun. La question est simple. Au fond, qui peut encore prendre la main sur le récit du logement en France ? Le chef. Norbert. On est toujours resté une royauté quelque part. Maintenant, le roi s'appelle le président de la République, de la Ve République, et donc le chef. Je pense qu'on en est là parce qu'on a un président de la République actuel réélu qui n'aime pas l'immobilier, qui l'a dit, qui a considéré que les propriétaires étaient des rentiers, qu'il y avait beaucoup d'argent qui servait à rien. Il a un peu évolué depuis, non ? Je suis pas sûr. Son Premier ministre actuel, oui. Parce que son Premier ministre actuel, c'est celui qui porte la loi Jeanbrun, qui est imparfaite, mais qui a compris que le logement, la sécurité et l'éducation étaient les trois piliers régaliens que l'État devait privilégier. Je pense que je suis pas sûr que sur l'immobilier, le président de la République ait évolué. Donc, espérons. On a fini les municipales. On rentre dans un nouveau cycle électoral. Pour conclure, je reprendrai ce que disait Voltaire. Je dirais que la politique, c'est le moyen pour les hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Et comme ça, on a fait le tour. Merci beaucoup tous les trois. Christophe Demerson, ancien patron de l'UNPI, Norbert Fonchon, lecteur de Voltaire, du groupe Gambetta, et à distance Bernard Cadot, ancien président d'Orpi. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve tous les trois d'ailleurs avec moi demain pour un nouveau débat consacré aux propositions choc, aux mesures choc, aux annonces choc, j'y arrive, d'Emmanuel Grégoire à Paris sur le logement. Voilà, d'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le choix du club vous a été présenté avec le concours de Bougardier.fr. Besoin de trésorerie ? Faites appel à un professionnel. La référence du crédit hypothécaire, c'est Bougardier. Bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de PAP.fr. L'immobilier de particulier à particulier.
Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace.